Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé publique majeur et encore malheureusement sous-estimé, l'hypertension artérielle ou l'HTA. Cette pathologie qui touche environ 15 millions de personnes en France est l'une des principales causes de complications cardiovasculaires. Pour explorer en profondeur ce thème, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Julien Doublet, spécialiste de l'HTA au Centre d'excellence en hypertension artérielle du CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, il nous éclairera sur la prise en charge de nos patients hypertendus en médecine générale, au vu des dernières recommandations de la Société européenne d'hypertension, dont le dernier congrès s'est tenu à Berlin il y a quelques semaines. Nous discuterons également des traitements de l'HTA primaire, des cas d'hypertension artérielle persistante, et nous découvrirons avec lui les dernières innovations prometteuses dans la lutte contre cette maladie. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Merci beaucoup Julien d'avoir accepté mon invitation. Je vais te poser directement ma première question. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de la mesure de la tension artérielle en consultation médicale en 2024 ? Elle est toujours essentielle, cette mesure de la pression de consultation. Elle est essentielle pour le dépistage de l'hypertension artérielle. La première rencontre avec cette maladie se fait par la prise en consultation. L'autre intérêt, et pas des moindres, de la mesure de la pression de consultation, c'est cette fois pour le diagnostic de l'hypotension orthostatique. Chose qu'on fait, je pense, un peu trop rarement. Très bien. Et du coup, comment diagnostiquer l'hypertension artérielle en médecine générale ? Une fois le dépistage réalisé, c'est-à-dire en faisant de la pression de consultation, on se pose la question du diagnostic de l'hypertension artérielle. Et pour cela, il y a deux outils. Le premier, le plus validé, le plus performant, reste la mesure ambulatoire de pression artérielle. Cet outil est peu disponible, pas forcément bien toléré par l'ensemble des patients. Et donc, à défaut, on peut utiliser de l'automesure tensionnelle. La mesure faite par le patient lui-même à son domicile sur 3 jours afin d'aboutir au diagnostic ou non de l'hypertension artérielle. Tu peux nous rappeler les principes de prescription de l'automesure tensionnelle au domicile, ce qui est majoritairement pratiqué en médecine générale, j'imagine ? Ouais, alors l'automesure, c'est indispensable. Hein. C'est très pratique pour la médecine, en médecine générale, mais aussi en cardiologie. C'est vraiment l'outil indispensable pour le suivi des patients hypertendus. L'automesure, ça se fait sur 3 jours, ça c'est les recommandations françaises. Donc sur 3 jours, je vais vous proposer de faire 3 mesures tous les matins et 3 mesures tous les soirs. Ces mesures doivent être faites en position assise, depuis au moins 15 minutes de repos, en dehors de tout stress physique, psychologique. L'objectif est vraiment de réaliser des mesures standardisées. Une fois qu'on a fait ces 18 mesures, on va pouvoir calculer une moyenne. Et c'est cette moyenne qui va être l'élément le plus intéressant, à la fois pour le diagnostic, mais pour le suivi aussi du profil. Tu peux nous rappeler brièvement les limites ? L'objectif, c'est un profil tensionnel moyen équilibré, c'est-à-dire une moyenne inférieure à 135/85 mm de mercure. Très bien, donc au-dessus de 135/85, on considère qu'on est en hypertension artérielle. Ok. Une fois qu'on a donc pratiqué toujours cette mesure en consultation médicale, donc tu viens de nous rappeler qu'il fallait continuer à le faire, qu'on l'avait diagnostiqué par une automesure tensionnelle sur 3 jours ou idéalement une mesure ambulatoire de la pression artérielle en établissement de soins. On est sûr de notre diagnostic. Quel bilan biologique faut-il prescrire et qu'est-ce qu'on doit en attendre ? Alors, ce premier bilan, il est indispensable. Ce bilan paraclinique, il va être initialement biologique, avec notamment la réalisation d'un dosage d'une NFS et puis la recherche d'une maladie rénale chronique, notamment par le dosage de la créatinine, un dosage aussi, un ionogramme sanguin, et un bilan urinaire avec une recherche de protéinurie et d'hématurie. Ces derniers éléments, le ionogramme, la créatinine et le bilan urinaire, sont des éléments qui nous permettent de rechercher notamment des causes secondaires d'hypertension artérielle et aussi d'évaluer le risque cardiovasculaire du patient.
En plus de ces éléments, ce qui est indispensable, c'est de réaliser un bilan lipidique et une recherche au diabète, car chez notre patient hypertendu, il va falloir qu'on évalue, qu'on stratifie les risques cardiovasculaires et quelquefois même traiter un diabète ou traiter une dyslipidémie. En plus de ce bilan biologique, l'idéal est de réaliser un électrocardiogramme qui va nous permettre d'évaluer la présence ou non d'un retentissement de l'hypertension artérielle sur le cœur. Très bien. L'intérêt de l'ANF, c'est pour dépister une anémie? Ou alors c'est dans les recommandations ESC, HAS, l'objectif c'est de voir pas forcément l'anémie, mais plutôt la polyglobulie. C'est un peu un bilan de principe. Dans ce bilan OMS, moi je rajoute volontiers la TSH, même si fréquemment il y a quand même plutôt des symptômes en faveur d'une hypo ou d'une hyperthyroïdie. Ok, très bien. Donc le but de ce bilan biologique, c'est principalement pour dépister des causes secondaires d'hypertension qui sont assez minoritaires, hein, je crois. On fait une NF, une exploration des anomalies lipidiques, une glycémie à jeun, et puis si possible donc un électrocardiogramme. Ouais. Très bien. Donc c'est vraiment l'évaluation du risque cardiovasculaire et la recherche d'arguments en faveur d'une HTA secondaire. Et je ferai une petite précision, c'est pas si rare que ça, les HTA secondaires, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, juste après. C'est 10% des hypertendus chez le médecin généraliste. Un patient hypertendu sur 10 chez le médecin généraliste a une HTA secondaire. Évidemment, en centre expert, on en voit beaucoup plus, mais c'est aussi le quotidien du médecin généraliste. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, une fois qu'on a fait ce bilan biologique, qu'on a diagnostiqué donc dans 90% des cas une HTA primaire, comment traiter nos patients? La première étape va être de proposer des règles hygiéno-diététiques. On va aborder cette thématique juste après, mais elle est essentielle. C'est comme un traitement, c'est la pierre angulaire du traitement pour l'hypertension artérielle. Rapidement, dans la majorité des cas, on va mettre en place un traitement anti-hypertenseur. Et les recommandations européennes sont assez claires. Les recommandations européennes préconisent de mettre, dans la plupart des cas, une bithérapie d'emblée. Cette bithérapie doit être constituée d'au moins 2 molécules parmi les 3 les plus importantes. Les inhibiteurs calciques, les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, que ce soit les IEC ou les RA2, je n'ai pas de préférence, ou les diurétiques thiazidiques. Et alors, lesquels choisir? Alors, c'est une bonne question. Déjà, si on se restreint à ces 3 classes pharmacologiques, c'est déjà une bonne chose. En première intention, bien évidemment. Dans la plupart des cas, je préconise un inhibiteur calcique et un bloqueur du système rénine-angiotensin. C'est des médicaments qui sont nombreux, donc on peut, en plus, en cas d'intolérance, modifier les molécules. Et puis, il y a de nombreuses aussi associations entre ces molécules. Et donc, on va pouvoir associer ces médicaments pour réduire la charge en nombre de comprimés de l'ordonnance de nos patients. Et dans certains cas, je mettrai un diurétique thiazidique en première intention, notamment chez les patients à peau noire, qui ont plus fréquemment des hypertensions avec des rénines basses. Ils ont un profil hormonal plus fréquemment associé à une rénine basse, et dans ce cas-là, les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone sont moins efficaces. Chez ces patients, on peut tout à fait mettre en première intention un inhibiteur classique associé avec un diurétique thiazidique. Ok, intéressant. Donc on commence à faible dose une bithérapie qu'on va, selon les résultats, augmenter progressivement, c'est ça? Ouais, faisons les choses simples. Moi, je vous propose de commencer d'emblée chez la majorité des patients avec une bithérapie à demi-dose. À demi-dose. Demi-dose pour chaque molécule, donc ok. Vous commencez à demi-dose et puis vous revoyez votre patient 3 semaines après avec des automesures. Si le profil tensionnel est équilibré, le job est fait. Si le profil tensionnel n'est pas équilibré, on peut passer à pleine dose. Et rebelote, 3 semaines après. Si le profil tensionnel n'est pas équilibré, on peut cette fois passer à une trithérapie. Aujourd'hui, on n'a pas la trithérapie en un seul comprimé remboursé, et j'espère que ça va venir. Très bien. Tout ça, ça m'amène donc à te poser ma prochaine question. C'est celle des hypertensions artérielles persistantes, donc qui sont définies a priori par une hypertension artérielle qui persiste malgré la prise de 3 traitements. Que faire dans ce cas? Et est-ce qu'il y a des approches spécifiques pour ces cas complexes, notamment dans des centres de référence comme le tien à Bordeaux? Là, tu me poses la question de la gestion de l'hypertension artérielle résistante. Alors, qu'est-ce que l'hypertension résistante? C'est une hypertension qui résiste à 3 traitements. Ces 3 traitements
À mon sens, ça contient au moins un diurétique thiazique, mais à mon sens, c'est un inhibiteur calcique, un bloqueur du système rénine-angiotensine, un diurétique thiazique. Une fois qu'on a mis ces traitements à la dose maximale tolérée, se pose la question d'une potentielle résistance. La première étape, c'est de réaliser cette fois une MAPA, une mesure ambulatoire de pression artérielle. Il faut utiliser le meilleur outil pour s'assurer de la vraie résistance de l'hypertension artérielle. La deuxième étape va être de questionner le patient sur l'observance. Est-ce que la prise des médicaments est difficile? Est-ce qu'il y a des oublis? La fréquence. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'un patient sur deux qui ne prend pas ou ne prend pas bien ses médicaments. Donc cette problématique d'inobservance, elle est quotidienne et est fréquente chez nos patients hypertendus. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes et qu'on a confirmé le caractère résistant de l'hypertension artérielle, il va falloir se poser la question, est-ce que mon patient a potentiellement une hypertension secondaire? Dans le contexte de l'HTA résistante, les hypertensions secondaires sont très fréquentes, 25% des cas. Pour cela, il y a plusieurs stratégies. La première, la plus simple, est de confier le patient à un de vos collègues, que ce soit un cardiologue, néphrologue, endocrinologue, qui a un peu plus d'expérience sur l'hypertension artérielle, afin qu'il réalise un bilan à la recherche d'une cause secondaire. Ce bilan, en tout cas cette expertise, elle peut être réalisée en médecine générale. Il n'y a pas de difficulté à mon sens, il faut juste avoir un petit peu d'expérience et maîtriser la situation. Chez un patient plutôt jeune qui résiste, je vous invite fortement à réaliser un bilan complet. Un bilan complet en conditions démaquillées, c'est-à-dire qu'on va revenir avec des traitements simples, de façon très schématique, des inhibiteurs calciques en monothérapie. Sous ce traitement, vous allez pouvoir faire un bilan hormonal complet. On pourra en discuter après si tu veux. Un scanner, idéalement des artères rénales et des glandes surrénales. Et avec ces éléments, on va pouvoir savoir si notre patient a une HTA secondaire ou non. Chez le patient plus âgé, au-delà de 65, 70 ans, une approche plus simple, plus pragmatique se discute. Et celle de mettre un quatrième traitement. Ce quatrième traitement, c'est la spironolactone. La spironolactone, qui est un antagoniste au récepteur aux minérales corticoïdes, a montré que c'était la classe la plus efficace en quatrième intention. En mettant cette spironolactone, vous allez traiter, en tout cas vous allez bloquer l'action de l'aldostérone, vous allez traiter les patients qui ont potentiellement un hyperaldostéronisme primaire, qui est la cause la plus fréquente d'HTA secondaire. Vos patients vont donc avoir une quadrithérapie, et dans la majeure partie des cas, dans 99% des cas, l'HTA ne résistera plus. Ok, est-ce que tu peux me rappeler les étiologies des hypertensions artérielles secondaires du coup? Alors ces HTA secondaires sont pas si rares que ça. Donc 10 patients chez 10% des patients hypertendus chez le médecin généraliste. Dans les centres experts, chez les patients jeunes qu'on reçoit nous en hôpital de jour, moins de 40 ans, c'est 30% des patients qui ont une cause secondaire. Chez les patients résistants, on est aussi à 25-30%. La première cause, la plus prévalente, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. C'est ce qu'on apprend à l'université, l'adénome de Cône, l'hyperplasie bilatérale dessurrénale, c'est-à-dire une sécrétion inappropriée, trop importante d'aldostérone, qui n'est pas liée à la rhinite. Les causes un peu moins fréquentes, mais qu'on retrouve tout de même, c'est les atteintes vasculaires. Chez le patient jeune, notamment la patiente jeune, il va falloir rechercher une dysplasie des artères rénales. Chez le patient plus âgé, plus à risque cardiovasculaire, on cherchera une sténose athéromateuse des artères. Une autre cause aussi à rechercher est la cause rénale, la cause néphrologique, notamment les glomérulopathies. Pour cela, vous avez déjà fait votre bilan OMS, vous avez recherché une hématurie, une protéinurie. Il ne faudra pas hésiter à adresser le patient au néphrologue. Dans ce contexte aussi, on fait une imagerie des artères rénales qui va nous permettre aussi de voir le parenchyme rénal et on peut faire dans certains cas des diagnostics de polykystose. Enfin, il y a des diagnostics qui sont beaucoup plus rares. Les diagnostics de phéochromostome sont rarissimes. Les diagnostics d'hypercortisolisme, de Cushing, sont aussi plutôt rares dans un contexte d'hypertension artérielle isolée. Enfin, je n'ai pas mentionné les causes
iatrogéniques, les causes toxiques que l'on sous-estime probablement à tort. En premier lieu, l'alcool, qui élève les chiffres de pression artérielle, et la réduction, voire l'arrêt de la consommation d'alcool améliore nettement le profil tensionnel. Et enfin, ne pas hésiter à regarder l'ordonnance de vos patients. Dans certains cas, elle est des médicaments pro-hypertenseurs. Très bien, c'est très clair. Tu nous parlais du coup du premier traitement de cette hypertension artérielle, qui est quand même le conseil des mesures hygiéno-diététiques. Je crois que ce premier traitement non médicamenteux est la pierre angulaire, donc tu nous l'as rappelé, et il sert en curatif et également en préventif. Est-ce que tu peux nous donner les conseils que tu prescris à tes propres patients pour prévenir leur hypertension artérielle et pour accompagner leur traitement médicamenteux? Alors, tu as tout à fait raison, tu as bien précisé que c'était à la fois curatif et préventif. Et je pense qu'on passe pas assez de temps, en tout cas nous en cardiologie, à sensibiliser, à éduquer, à informer nos patients sur la nécessité et l'intérêt de ces choses simples qui associent l'alimentation, la perte de poids et l'activité physique. Les conseils qu'on peut donner en premier lieu sur l'activité physique, c'est de réaliser une activité physique régulière, que ce soit d'endurance, en fait, tout type d'activité physique. L'objectif est de lutter contre la sédentarité. Les recommandations américaines sont assez ambitieuses et préconisent 4 à 5 séances par semaine d'activité physique. Il faut savoir que c'est bien documenté sur le plan de la réduction des chiffres tensionnels que ça marche. Faire de l'activité physique permet d'améliorer le contrôle du profil tensionnel de nos patients. La seconde étape est celle de l'alimentation. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils de diététique, car je ne suis pas diététicien et j'ai la chance de travailler avec une diététicienne qui est très impliquée, très formée dans ce domaine, donc qui donne des conseils beaucoup plus, des conseils appropriés plus que moi. Les messages simples, c'est on a un ennemi qui reste le sel. Le régime hyposodé, essayer de limiter les apports en sel, que ce soit par le pain, qui est quand même un apport de sel important, et puis les plats préparés, tout en limitant aussi l'ajout de sel dans notre alimentation. Et on peut aussi conseiller les patients de consommer plus de végétaux, plus de fruits et légumes. Il y a notamment des études qui montrent que le régime DASH, qui se concentre autour des légumes, permet de réduire les chiffres tensionnels de nos patients. Et le dernier conseil que l'on doit donner chez nos patients en surpoids ou obèses, cette perte de poids, qui doit être lente, progressive, aboutit à une réduction des chiffres tensionnels et donc une amélioration du contrôle tensionnel. Vraiment, l'obésité peut être une chance à saisir. Traiter l'obésité peut traiter l'hypertension artérielle de nos patients. Très bien, donc ces fameuses mesures hygiéno-diététiques sont composées de 3 piliers que je rappelle. En 1, l'alimentation, en 2, l'activité physique et en 3, la perte de poids pour les patients en surpoids ou obèses. C'est très clair. Julien, on va arriver à la fin de notre entretien. Est-ce que tu veux me partager les dernières avancées de la recherche dans le domaine de l'hypertension artérielle et les innovations thérapeutiques qu'on peut attendre ces prochains mois, ces prochaines années dans ton domaine? Alors, je vais surtout vous parler d'innovation thérapeutique. Ce qu'on peut attendre dans les mois à venir, et ce que je souhaite, c'est qu'enfin on ait accès à une trithérapie en un comprimé remboursée. Aujourd'hui est déjà commercialisée une trithérapie en un comprimé, associant un inhibiteur calcique, un bloqueur du système rénine et un diurétique thiazidique. Malheureusement, cette molécule n'est pas remboursée. J'espère que ça va être le cas dans les prochains mois. On a des innovations qui sont même aujourd'hui dans le soin courant. Je peux vous parler de la dénervation rénale, qui est une innovation car elle permet d'offrir un traitement de l'hypertension artérielle différent sur sa modalité de réalisation. Cette fois, on n'est plus sur un médicament, on est sur une procédure interventionnelle endovasculaire au niveau des artères des reins qui va permettre de cibler les nerfs qui sont autour de l'artère rénale. Et en ciblant ces nerfs, on va réduire l'activité rénale
au niveau neuro-hormonal, on va réduire l'activité sympathique, l'activité du système rénine-angiotensin-aldostérone, ce qui permet d'aboutir à une réduction des chiffres de pression artérielle. Alors cette technique est remboursée depuis maintenant 1 an, dans des cas bien précis, et surtout, on continue les recherches dans ce domaine afin d'identifier les patients qui seraient les plus répondeurs et donc les meilleurs candidats. En termes d'innovation, on va quand même rester dans le médicament et on a des molécules qui vont être à l'essai, là, ça commence tout juste. Ce sont les inhibiteurs de la synthèse d'aldostérone. Et donc, ça va être, entre guillemets, les concurrents de la spironolactone, de l'éplérenone, qui sont des antagonistes au récepteur au minéralocorticoïdes. Cette fois, l'objectif de ces médicaments est de limiter la sécrétion d'aldostérone. L'objectif, c'est idéalement une meilleure tolérance que la spironolactone. Et enfin, ce qui est peut-être encore plus innovant et peut-être vraiment le futur, c'est les traitements sous-cutanés. C'est d'avoir des traitements sous-cutanés comme on a pour le cholestérol, le diabète ou dans les maladies psychiatriques, d'avoir des traitements sous-cutanés d'injection tous les mois ou tous les 6 mois à visée antihypertensive. On a des molécules qui ont déjà été étudiées, notamment le zilebesiran, et donc je pense que ça ne devrait pas tarder, et c'est probablement ça le futur. Super, on va regarder de ça de près. Je te remercie beaucoup, Julien. C'était super intéressant et extrêmement utile. En quelques minutes, je crois qu'on a balayé un thème qui est quand même ultra important pour tous mes confrères généralistes. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière recommandation, un dernier conseil à donner à tes confrères généralistes qui, dès demain, devront s'occuper d'un patient hypertendu au cabinet? Je suis convaincu que la maladie hypertension artérielle, c'est le rôle du médecin généraliste. C'est vraiment le rôle du médecin généraliste d'être l'acteur essentiel de la prise en charge de cette maladie. Le cardiologue arrive dans les cas complexes, le néphrologue dans les cas complexes, l'endocrinologue aussi. Mais l'acteur majeur, c'est le médecin généraliste, parce que cette pathologie est tellement fréquente que on peut pas. C'est votre rôle. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. À bientôt. Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode, et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer avec moi à ses frais. Bonne écoute!